les forces armées françaises et maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Pour lutter contre ces Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Pour lutter contre ces éléments terroristes. 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 Janvier 2013, 4000 soldats français sont déployés au Mali. Leur mission, arrêter l'avancée vers Bamako de rebelles djihadistes et indépendantistes touaregs. Pourtant, l'opération Serval est différente de la longue série des interventions de la France dans ses anciennes colonies. Les Français ne sont plus les seuls à avoir des intérêts dans la région. L'opération Serval est maintenant composée avec les investisseurs chinois et de nouveaux venus, les Américains. La France-Afrique est devenue le monde Afrique. Car l'Afrique est maintenant un pion essentiel sur l'échiquier mondial du XXIe siècle. De la Libye à la Centrafrique et du Soudan du Sud au Mali du Nord, les conflits, la terreur et le chaos se sont répandus sur tout le continent. Au cœur de cet embrasement, un territoire est stratégique, le Sahel. Cette vaste région qui englobe le Sahara au nord et les savanes au sud est devenue le nouveau front de la guerre internationale contre le terrorisme. Mais le récit officiel de la guerre contre la terreur masque-t-il une bataille d'une toute autre envergure? Il y a des ressources en abondance. Il y a du gaz, du pétrole, du coltan, de l'or, du cuivre, et la liste ne s'arrête pas là. Toute la période actuelle est marquée par ce qu'on pourrait appeler « a new scramble for Africa », c'est-à-dire un nouveau partage de l'Afrique. La guerre pour contrôler les ressources du XXIe siècle a déjà commencé. Au cœur de cette région tourmentée du Sahel, il est une nation, le Mali, parmi les plus pauvres au monde. Le chômage y est endémique. La majorité de la population peine à survivre. Déjà au XIIIe siècle, l'empire du Mali s'étendait sur une grande partie de l'Afrique occidentale. Il était fabuleusement prospère. Le sel, l'ivoire et l'or en avaient fait un carrefour majeur du commerce de l'époque. Mais très vite, ces richesses ont attisé les conquêtes. Nous avons le sentiment d'être en continuité d'une histoire. Nous sommes la transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique qui touche l'océan, l'Afrique forestière. Et donc, ce point de vue fait que nous avons une position stratégique essentielle. Qui contrôle le Mali contrôle l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire l'Afrique. C'est une position, c'est absolument clair. Et donc, cet espace devient un espace de convoitise. Les puissances européennes colonisent et se partagent le Mali et le reste de l'Afrique à la conférence de Berlin en 1885. La colonisation s'est présentée comme une véritable rupture. Rupture, je veux dire, c'est même une césure, hein, comme on dit, c'est-à-dire c'est une opération presque chirurgicale. La Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France prennent chacun leur part. L'empire colonial français s'étend sur une grande partie de l'ouest et du nord de l'Afrique. L'Espagne, l'Allemagne. Il va fournir les matières premières, comme le pétrole en Algérie
nécessaire à l'essor industriel et militaire de la France de l'après-guerre. Le 13 septembre 1960, la France fait exploser sa première bombe atomique à Regan, dans le Sahara algérien. Le fil rouge, c'est le pétrole et l'uranium. L'uranium, c'est l'uranium du Niger. Et quand on parle d'uranium, c'est pas simplement l'uranium, on pense toujours aux centrales d'Areva maintenant, mais l'uranium, c'était pendant très longtemps surtout de l'uranium militaire pour la force de dissuasion nucléaire française. Donc on voit bien que c'est intéressant de voir que finalement le Sahara, c'est quand même toujours le minerai le plus stratégique de la puissance nucléaire. Et quand la France, si elle a eu son fauteuil et son poste au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est non seulement parce que c'est une puissance nucléaire, mais aussi pour ses intérêts en Afrique. Et les deux sont liés, c'est-à-dire l'Afrique, le nucléaire, et c'est ce qui donne à la France finalement son rôle de puissance moyenne. Mais les vents de l'indépendance soufflent sur l'Afrique. La France perd ses colonies. L'indépendance de l'Algérie en 1962 est particulièrement problématique en raison de ses intérêts pétroliers stratégiques. Mais après 8 années de combats sanglants, les Français sont contraints de se retirer. Il ne faut pas oublier que quand la France s'est fait virer de l'Algérie, c'est vrai qu'il fallait trouver, pour la France, pour De Gaulle, il fallait trouver du pétrole ailleurs, et il a trouvé ce pétrole en Afrique subsaharienne, en particulier dans les pays comme le Gabon, le Congo. Malgré l'indépendance, les nouveaux États africains restent étroitement liés à l'ancien colonisateur. La France y conserve des troupes et garde une influence politique sur son ancien empire colonial. La France-Afrique est née. C'était tellement un système intégré, politique, militaire, économique, qu'il n'était pas question qu'il y ait un contrat important qui échappe à la France, non seulement dans son précaré, mais même hors de son précaré. À partir du moment où elle était puissante sur le plan sécuritaire, il suffisait de passer un coup de fil à un chef d'État pour avoir les contrats, sans appel d'offres bien évidemment, puisque la France était le gendarme de l'Afrique et défendait l'Occident dans toute cette région. Mais le monopole de la France ne va pas durer. Dans les années 60, la découverte de gigantesques réserves de pétrole dans le golfe de Guinée attire un nouvel acteur dont les besoins sont énormes. Les États-Unis. Pendant toute la période de la guerre froide, Français et Américains étaient en concurrence sur le continent africain. Des grands groupes comme Total contre des groupes comme Exxon et autres. Et il y avait toujours on voyait des enjeux stratégiques dans le domaine du pétrole importants. Les États-Unis investissent économiquement, mais aussi militairement sur le continent africain, devenu le nouveau champ de bataille de la guerre froide. Pour contrer les intérêts soviétiques, les Américains soutiennent secrètement des rébellions armées en Éthiopie et en Angola. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis restent la seule superpuissance au monde. Ils lancent en 1992, dans le cadre de l'ONU, une intervention dite humanitaire dans la Corne de l'Afrique, un territoire hautement stratégique. Ils envoient en Somalie 28 000 soldats dans le but de mettre un terme à une guerre civile. L'opération, qui prend fin 2 ans plus tard, se termine par un désastre. Des soldats américains sont capturés et tués, et les images de leurs corps mutilés sont diffusées par les médias du monde entier. Pour les États-Unis, c'est une humiliation. L'armée se retire. Durant ces années-là, l'Afrique est devenue un enjeu du terrorisme islamique. Les attentats de 1998 contre 2 ambassades américaines en Afrique donnent l'alerte à Washington. Au Kenya et en Tanzanie, l'explosion de voitures piégées provoque la mort de plus de 200 personnes et fait des milliers de blessés. La revendication vient d'un groupe obscur, Al-Qaïda. Son chef, encore méconnu,
Oussama Ben Laden devient l'ennemi public numéro 1 de l'Amérique. Sa traque ne fait que commencer. L'attaque du World Trade Center reconfigure l'échiquier mondial. Une guerre débute en Afghanistan qui va se propager bien au-delà. Après le 11 septembre, la menace terroriste était bien réelle pour les Américains. Et sur le plan politique, on cherchait à repérer précisément où elle allait frapper. Quelques mois après le 11 septembre, les Américains s'installent durablement dans la Corne de l'Afrique. Ils établissent leur première base militaire à Djibouti, au camp Le Monnier, un ancien fort de la Légion étrangère. Rudolf Atala dirigeait alors le programme de lutte contre le terrorisme en Afrique pour le département de la défense américaine. Le Sahel a joué un rôle clé en ce qui concerne la circulation des armes, des combattants venus de l'étranger et le crime organisé. À la même époque, de grandes quantités de cocaïne ont également commencé à transiter par le Sahel. Donc tout cela suscitait beaucoup d'intérêt et il n'a cessé de se développer. En 2002, le Pentagone a dressé une série de cartes qui délimitaient toute cette partie de l'Afrique comme un couloir terroriste. Le discours officiel du Pentagone était que ces terroristes étaient venus d'Afghanistan, dont ils avaient été chassés par les forces américaines. On sait maintenant que c'était faux. Ils étaient passés par le pays de Ben Laden, le Soudan, et pour rejoindre des terroristes en Afrique du Nord, ils étaient arrivés par cette ceinture en forme de banane. Jeremy Keenan, un professeur et essayiste britannique, a passé 40 ans à étudier le Sahara. Il soutient que le discours de l'engagement militaire des États-Unis pour la région n'est pas seulement sécuritaire. Il y a eu à cette époque aux États-Unis quelque chose de plus important peut-être que le 11 septembre. La publication de ce qu'on appelle communément le rapport Cheney. C'était le premier ordre exécutif donné par le président Bush après son arrivée au pouvoir. Et il consistait à faire le point sur la crise énergétique aux États-Unis. En 1997, l'importation de l'énergie et du pétrole dépassait le niveau de 50%. Psychologiquement, c'était un seuil critique. Ce rapport se focalisait sur les futures ressources de pétrole et naturellement sur l'Afrique, qui promettait de devenir le premier fournisseur de pétrole de qualité susceptible d'alimenter les infrastructures américaines. Encore plus que le Golfe. Si bien que d'un seul coup, l'Afrique a pris une importance cruciale pour la classe politique à Washington. Et plus particulièrement le Sahel, avec au nord, en Algérie et en Libye, les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, et au sud, celles du golfe de Guinée. De surcroît, le Sahara serait riche de gisements pétrolifères encore vierges. En 2003, une première prise d'otages spectaculaire renforce la présence militaire américaine. Une trentaine de touristes européens ont disparu dans le Sahara algérien depuis plusieurs semaines, principalement des Allemands et des Autrichiens qui voyageaient, semble-t-il, sans guide. C'est le premier acte terroriste contre des étrangers dans le Sahara. Une immense chasse à l'homme est lancée. Pendant 5 mois, les kidnappeurs échappent à leurs poursuivants. Au final, les touristes sont libérés contre une rançon payée par le gouvernement allemand. 4 jours plus tard, des reporters basés en Algérie reçoivent un fax. Un vétéran de l'armée algérienne qui se donne pour surnom El Para, le parachutiste, revendique l'enlèvement. Les Algériens, alliés privilégiés des Américains, distillent des fuites sur cet inconnu devenu soudain un terroriste aguerri. El Para devient une aubaine pour l'administration Bush, qui en fait l'homme de main de Ben Laden.
Soudain, on s'est mis à parler officiellement du développement d'Al-Qaïda dans cette région d'Afrique. Et c'est ce qui a permis aux États-Unis de justifier un nouveau front contre le terrorisme en Afrique. Une gigantesque chasse à l'homme a été organisée pour capturer le chef des terroristes, Abderrazak El-Para. Il se baladait avec environ 5 millions d'euros et représentait une menace potentielle pour l'avenir. Le département de la Défense a réfléchi et nous avons abouti à ce programme appelé PSI, le Pan-Sahel Initiative. Il s'agissait en gros de travailler avec des pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie et de leur fournir l'équipement de communication élémentaire qui leur permettrait de se parler par-delà les frontières. Des choses simples pour qu'ils nous aident à capturer El-Para. El-Para finit par être capturé avec l'aide des États-Unis. Les forces armées américaines ont maintenant un pied au Sahara et elles en veulent davantage. Pourquoi ne pas développer ce petit programme appelé PSI pour en faire quelque chose de plus consistant? On l'a donc élargi à tous les pays de la région sahélienne et c'est devenu le TSCTP, le programme transsahélien antiterroriste. L'idée était de mobiliser tous ces pays avec pour objectif commun la lutte contre le terrorisme. Donc on les a entraînés et équipés. Et une fois que c'était fait, on leur a demandé de se livrer tous ensemble à un exercice de terrain. On a donc fait tous ensemble cet exercice de terrain et roulé des mécaniques dans la région, comme pour dire « Tenez-vous à carreau, on travaille tous de concert pour vous tenir à l'œil ». Résultat, tout le monde au Patagone a dit « Bravo, c'est une vraie réussite, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux ?» Deterring and defeating transnational threats, preventing future conflicts, supporting humanitarian and disaster relief efforts, and protecting U.S. security interests. That's the mission of U.S. Africa Command. Ils se sont dit qu'il leur faudrait un poste de commandement séparé, un QG qui se concentrerait sur l'Afrique. Le gouvernement Bush, c'est Donald Rumsfeld qui était à la tête du Pentagone à l'époque, a décidé de créer ce poste de commandement exclusif. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir divisé la planète en secteurs militaires distincts qu'ils surveillent et dans lesquels ils possèdent des bases. Il y a Northcom, PACOM, Southcom, EUCOM, CENTCOM et maintenant AFRICOM. Derrière ses intentions déclarées de lutter contre le terrorisme et de fournir de l'assistance humanitaire, AFRICOM s'est implanté sur tout le continent en organisant des exercices militaires avec un nombre croissant de pays africains. Mais est-ce là la seule raison d'être d'AFRICOM ? Je pense qu'il y a une corrélation totale entre la lutte antiterroriste et les intérêts américains sur le continent. Ça n'a pas évolué. Dans un premier temps, les Américains laissent la France ou un certain nombre de pays occidentaux assurer la sécurité dans leurs anciennes colonies, mais qu'à long terme, ils restent présents parce que la bagarre à long terme sera vraiment avec la Chine. Pékin s'est fermement établi comme un contrepoids aux intérêts français et américains sur le continent. À partir des années 2000, la Chine va les prendre de vitesse, comme dans le reste du monde, en devenant le plus gros partenaire commercial de l'Afrique. Les Chinois sont arrivés sur ce continent au moment où finalement toutes les puissances occidentales, et en particulier les Français, étaient en train de donner des leçons aux Africains en disant il faut faire des élections, il faut la démocratie, et puis surtout il y avait les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Les Chinois sont arrivés, ils ont dit aux Africains nous, on ne vous donne pas de leçons, on ne s'ingère pas dans vos affaires politiques. Les dettes, on vous donne tout l'argent. Finalement, les Occidentaux, c'est très bien, ils vous ont annulé les dettes.
ils ont passé l'ardoise. Mais nous, auprès de nous, on vous donne des prêts énormes à taux zéro. Donc, ils ont fait le contraire de ce qu'ont fait les Français et les Occidentaux, et ils sont devenus les rois du pétrole, c'est le cas de le dire. Ça veut dire qu'ils ont accès à toutes les matières premières stratégiques. Dans ce câble diplomatique de 2010 révélé par Wikileaks, un assistant du secrétaire d'État américain qualifie la Chine de concurrent économique agressif, pernicieux et dépourvu de morale. L'objectif réel des États-Unis en Afrique est de mettre en place des mécanismes qui assurent l'accès à des ressources stratégiques essentielles aux industries clés américaines, ainsi que l'accès au pétrole, afin de se poser comme contrepoids à la Chine. La Chine se livre elle aussi à une course pour acquérir le plus de minerais, de pétrole et d'autres ressources naturelles possibles pour ses industries. Les États-Unis, bien qu'ils ne soient peut-être plus une puissance industrielle majeure, ont une industrie militaire qui dépend largement de minerais qui ne se trouvent qu'en Afrique. AFRICOM va être le moyen de consolider les intérêts américains sur le continent africain. Mais quand le Pentagone veut installer son poste de commandement sur le terrain, les choses ne se passent pas comme prévu. Les Américains cherchaient à établir le siège d'AFRICOM ainsi qu'un siège de la CIA pour l'Afrique au Mali. Le problème, c'est que les Africains ont une position commune actuellement de refuser l'établissement de nouvelles bases militaires. Cette opposition a obligé les Américains à installer la base de commandement d'AFRICOM à des milliers de kilomètres de là, à Stuttgart, en Allemagne. La résistance contre toute présence militaire américaine est longtemps menée par un leader africain charismatique et fort riche, le même qui est depuis des décennies une sérieuse épine dans le pied de l'Occident. Dès le début de sa carrière en tant que dirigeant politique, Mouammar Kadhafi s'est opposé à toute présence militaire étrangère en Afrique. Une des premières choses qu'il a faites après son arrivée au pouvoir en 1969 a été d'expulser les bases militaires britanniques et américaines de Libye. Et la position de Kadhafi jouissait d'un soutien politique considérable sur le continent. Nelson Mandela partageait quasiment le même point de vue. Il n'était pas question que des forces africaines soient commandées par des représentants militaires étrangers, ni que des militaires étrangers occupent une partie de l'Afrique ou opèrent sur son sol. Kadhafi a joué une partie complexe avec les pays occidentaux. Le président Ronald Reagan le qualifie de chien fou du Moyen-Orient et tente de l'assassiner en 1986 en bombardant son palais. Sans succès. Les immenses réserves pétrolières que Kadhafi a nationalisées quand il a pris le pouvoir lui assurent une véritable indépendance et un ascendant sur l'ensemble du continent. À partir des années 90, Kadhafi est devenu une sorte de sommité, une voix prépondérante et sûrement l'une des plus fortes à défendre l'intégration africaine absolue. Il était considéré dans toute l'Afrique comme le successeur de Kwame Nkrumah en ce qui concerne la vision de l'unité africaine. Et ce n'était pas que des belles paroles. Kadhafi tenait non seulement à accélérer ce processus d'intégration, mais aussi à le financer. L'argent du pétrole libyen permet à Kadhafi de développer des projets ambitieux. 300 millions de dollars pour le premier satellite panafricain Rascom. Et 30 milliards pour le plus grand système d'irrigation au monde. En puisant dans les immenses réserves d'eau douce sous le Sahara, il transforme des dizaines de milliers d'hectares de désert libyen en terres agricoles. Kadhafi démontre ainsi que l'Afrique peut se développer sans passer par les banques occidentales ou le Fonds monétaire international. À coût de dizaines de milliards de dollars,
La Libye a financé un grand nombre d'institutions économiques comme la Banque africaine de développement ou le Fonds monétaire africain. L'Afrique allait développer ses propres solutions, mettre en place ses propres programmes. Donc l'Afrique, du point de vue de Kadhafi et sous son leadership, est ainsi devenue de plus en plus un bloc et non plus une série de nations individuelles disparates avec lesquelles on pouvait négocier en tête-à-tête et qu'on pouvait monter les unes contre les autres. Lorsque Kadhafi est élu président de l'Union africaine en 2009, les Américains s'inquiètent. Dans un câble révélé par Wikileaks, ils notent que la Libye va chercher à utiliser la présidence de Kadhafi pour le glorifier et promouvoir son projet d'États-Unis d'Afrique. Les multinationales américaines ont aussi leurs problèmes avec le dirigeant libyen. En particulier, lorsqu'ils décident d'annuler un contrat d'1 milliard de dollars avec Bechtel, la plus grande entreprise de travaux publics aux États-Unis, qui entretient des liens étroits avec Washington. Le fait qu'une compagnie ayant le savoir-faire et l'assise financière de Bechtel ne soit pas parvenue à décrocher ce contrat est un avertissement pour les entreprises américaines et occidentales qui cherchent à s'implanter sur le marché libyen en pleine expansion, ainsi que pour les autres entreprises américaines qui envisageraient d'y investir. Kadhafi se met aussi à dos la France. Après avoir été courtisé par le président Nicolas Sarkozy, le dirigeant libyen annule de gros contrats d'armement. On oublie à quel point Sarkozy avait déroulé le tapis rouge à colonel Kadhafi en décembre 2007 et le colonel Kadhafi, en échange, lui avait promis 14 milliards de dollars de contrats. Il y avait une shopping list absolument incroyable. Finalement, Kadhafi a ridiculisé Nicolas Sarkozy parce qu'il n'y a rien eu du tout ou très très peu de choses par rapport à ce qui avait été promis. En mars 2011, alors que le printemps arabe se répand en Afrique du Nord, la France et les États-Unis décident d'agir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son aval. La protection des droits de l'homme justifie la guerre. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. We hit Gaddafi's troops in neighboring Ajabia, allowing the opposition to drive them out. We hit Gaddafi's air defenses. C'est la première guerre d'Africom et son commandant en chef est le premier président afro-américain. Pour reprendre les mots du gouvernement Obama, le rôle des États-Unis dans la guerre contre la Libye consistait à diriger par derrière. Mais le plus intéressant, c'est que la guerre a été ouverte et dirigée d'abord par Africom, puis la mission a été reprise par l'OTAN. En d'autres termes, ceux qui mènent les opérations à l'OTAN sont eux-mêmes dirigés par les États-Unis qui commandent officiellement l'OTAN. En plus de ça, après l'arrêt des bombardements et avoir fait l'éloge des alliés en Libye, Obama a révélé qu'un certain nombre de bombardements français avaient en réalité été effectués par des pilotes américains. L'intervention en Libye est aussi une façon d'envoyer un message aux autres États-nations africains. S'ils se lancent dans un processus de défiance radicale, visant à une indépendance radicale, dans un processus nationaliste et anti-impérialiste, il pourrait y avoir des conséquences qui ne sont plus de l'ordre de l'hypothèse. Cela revient à envoyer le signal clair aux États africains qu'il y a des limites dans lesquelles ils doivent opérer et qui ont été fixées par les opérations militaires américaines. Kadhafi n'est plus là. Un obstacle majeur à la pénétration militaire américaine en Afrique a de fait été éliminé. We came, we saw, he died.
La chute de Kadhafi provoque une onde de choc dont les conséquences vont se répercuter bien au-delà de la Libye. Malheureusement, les 40 000 armes que possédait Kadhafi n'ont pas été très bien contrôlées. Très vite, on s'est rendu compte que plus de 35 000 de ces armes s'étaient volatilisées. Elles avaient disparu. Puis on a découvert qu'une partie de ces armes avait fait leur réapparition dans le nord du Mali, au sud de l'Algérie, dans le sud de la Libye, au Niger. Il y en avait partout. Une partie des armes est tombée aux mains des rebelles libyens. L'autre partie de cet arsenal, dont des missiles anti-chars et anti-aériens, est tombée aux mains des combattants touaregs qui s'étaient battus aux côtés de Kadhafi, lequel avait soutenu leurs revendications d'autonomie au Sahara. Il y a toujours eu un irrédentisme touareg. Il y a toujours eu énormément de difficultés avec les Touaregs qui constituent 3 millions de personnes, une communauté qui sont de nomades, qui sont sur 3 pays, Niger, Mali et Tchad. Et c'est vrai que finalement, c'était une sorte de zone grise, une zone de non-droit où les gouvernements centraux les laissaient finalement faire un peu leur business et le grand protecteur des Touaregs dans la région, c'est le colonel Kadhafi. Une fois que le colonel Kadhafi, finalement le grand parrain de la région a disparu, ils sont rentrés chez eux et les revendications qu'on a connues, que ce soit au nord du Niger ou au nord du Mali, au cours des années précédentes ou des décennies précédentes, ont ressurgi. Fortement armés, les Touaregs forment une nouvelle force de combat, le MNLA, et lancent une offensive contre le gouvernement de Bamako en janvier 2012. Le rêve ancestral de création de l'Azawad, un pays touareg indépendant qui s'étendrait sur tout le Sahara, semble à portée de main. Mais les Touaregs ne sont plus les seuls combattants dans le désert. Des groupuscules terroristes islamistes apparus une dizaine d'années plus tôt sont devenus des forces bien armées. Akmi, Moudjao et Ansardine se battent au nom de la guerre sainte et recrutent parmi les populations locales. Les islamistes, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, ceux qui étaient au nord, ils ont fait à peu près 10 ans dans le nord du Mali, sans être inquiétés. Le nord du Mali était presque ingouvernable. Il n'y avait plus d'administration, il n'y avait plus rien là-bas. Donc ces gens-là ont trouvé un terrain fertile. Mais l'islam radical prêché par les djihadistes n'a rien à voir avec celui pratiqué depuis des siècles dans la région. L'islam qui est là, c'est un islam modéré, c'est un islam pacifique. Même si la population elle est à 80% musulmane, elle n'est que musulmane. C'est des pratiquants. Ce n'est pas des gens qui s'exposent. Ils ne connaissent pas les explosifs, ils ne connaissent pas les attentats, tout ça, c'est des choses qui sont carrément étranges. Tout musulman sait que le mot djihad, dans la compréhension de l'islam, c'est quelqu'un qui combat pour une cause noble, une cause de Dieu. Alors si vous acceptez vous-même de les appeler djihadistes, je crois que ça c'est une erreur. Quand vous acceptez que c'est des djihadistes, ça veut dire que vous vous mettez vous-même dans la logique de créer une sympathie entre eux et les autres musulmans. Qui sont ces gens? Ils sont essentiellement de la région. Tout le leadership est algérien. Beaucoup étaient des anciens militaires algériens qui ont déserté. Et parmi les combattants, et c'est très intéressant, il y a tout. Ils viennent de Somalie, peu nombreux. Ils viennent du Pakistan ou autres. Et leur but dans ce cas n'est pas de se battre, mais d'encourager moralement, de dire nous venons de très loin, nous venons montrer que la cause est importante. La plupart des combattants sont locaux, les marginalisés, les gens qui n'ont aucun espoir de trouver un travail décent. Mettons leurs différences idéologiques de côté,
les islamistes et les séparatistes touaregs passent une alliance de convenance. Je crois que le MNLA, qui d'un point de vue idéologique est totalement opposé au groupe terroriste djihadiste, a saisi cette opportunité parce que le MNLA, son ennemi principal, ça reste l'État malien, quoi. Donc toutes les bonnes volontés qui s'agrègent autour de lui pour combattre l'État malien sont les bienvenues. Et là, ça a été vraiment une alliance de circonstances et avec, in fine, un renversement au profit des groupes terroristes. Dans plusieurs villes de garnison isolées dans le nord du pays, les forces rebelles unies lancent une offensive contre les soldats de l'armée malienne. Des soldats qui ont suivi des années d'entraînement par Africom. Rien ne se passe comme prévu. Les troupes maliennes formées par les États-Unis ont été les premières à se rebeller, utilisant les bonnes méthodes de leur formation pour se battre contre l'armée nationale à Bamako. Donc les unités formées se sont disloquées et se sont mises à se battre du côté des rebelles. Le pire reste à venir. Quand 90 soldats maliens sont capturés et sommairement exécutés dans une attaque rebelle. À Bamako, des officiers de l'armée se mutinent contre un gouvernement incapable de contrôler cette situation. Le putsch est mené par un des élèves modèles d'Africom, le capitaine Amadou Sanogo. Il a bénéficié d'un solide entraînement par les Américains. Sanogo a été formé comme officier d'infanterie et officier de renseignement dans les bases américaines de Virginie, Géorgie, du Texas et de l'Arizona. Les Américains l'avaient formé, ils avaient investi du temps et de l'argent sur lui et il a rendu la situation au Mali 10 fois pire. Les revers s'enchaînent pour Africom. Les Touaregs et les islamistes envahissent les principales villes du nord du Mali, qui opposent peu de résistance. En à peine 2 semaines, le pays est coupé en deux. La division du pays, du moins pendant un temps, a tiré la sonnette d'alarme à Washington. Le commandement africain avait passé des années à entraîner les forces armées maliennes. Mais quand elles se sont retrouvées face à cette rébellion dans le nord, elles ont tout simplement pris la fuite. En dépit d'années d'entraînement et de millions dépensés, la grande peur de l'Occident devient réalité. Un État islamique dirigé par des terroristes est instauré dans le nord du Mali. Et la loi de la charia est imposée. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Les organisations djihadistes qui avaient imposé leur pouvoir dans les villes du Nord Mali, à Gao, à Tombouctou, détruisant des tombeaux très anciens. Martyrisant la population. Ça, c'est pas une invention, c'est quelque chose de tout à fait réel. Et donc, il y avait un sentiment, surtout dans le climat actuel, où l'ennemi de la civilisation, c'est l'islamisme. Dans ces conditions-là, il y avait une forte légitimité à aller sauver, imaginez sauver les jeunes filles, les femmes maltraitées du Nord Mali. Il y avait un second argument, c'est qu'il fallait aller très vite parce que les colonnes de pick-up de ces combattants djihadistes avançaient vers le sud à grande vitesse et allaient prendre Bamako. Personne ne croyait à une avancée de quelques centaines, il faut donner les chiffres, c'est quelques centaines de combattants djihadistes qui allaient prendre une ville de 3 millions d'habitants où ils n'ont aucune implantation significative. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Ça a d'ailleurs suscité quand même, pour les gens un peu informés, un certain scepticisme.
Face au danger, la France vient à la rescousse. En 48 heures, le gouvernement Hollande déploie 4000 soldats au Mali. Les Américains, quant à eux, restent en retrait. Ils fournissent des renseignements militaires et un soutien logistique pour le transport des troupes françaises. Je pense que l'opération Serval, en tout cas de mon point de vue d'observateur, de sous-directeur pour l'Afrique occidentale, a été une décision très pragmatique liée aux circonstances, et notamment l'offensive des terroristes vers le sud, a conduit le président Hollande à prendre une décision et qui, en tout cas de mon point de vue, correspondait à ce que la France devait faire. Elle était la seule à pouvoir répondre militairement dans ces temps-là et avec les moyens qu'elle avait, et c'était probablement la meilleure réponse à avoir. En intervenant en Libye, en intervenant quelques mois plus tard au Mali, la France veut réaffirmer son rôle de puissance internationale qui a droit de siéger comme membre permanent au Conseil de sécurité. Je crois qu'on ne le dit pas souvent, mais je crois que l'objectif essentiel de la France est de dire nous sommes une grande puissance. Peut-être nous n'avons pas la puissance économique que nous avions avant, mais nous sommes un grand acteur pour la paix et la stabilité dans le monde. L'avancée des rebelles est stoppée. 2 semaines suffisent pour que les Français reprennent le nord du pays. L'armée française déclare avoir tué des centaines de terroristes. Quant aux autres, ils se sont évaporés dans le désert. L'ancienne puissance coloniale est devenue le sauveur du pays. Mais l'opération Serval est-elle tout ce qu'elle a semblé être? Dans ces confrontations au Nord-Mali, personne ne sait exactement ce qui s'est passé puisque les médias ont été tenus à l'écart de la guerre. Donc il n'y a pas d'images autres que celles qui ont été livrées par l'armée française. Il fallait montrer que l'armée française était extrêmement efficace. Son matériel militaire, c'est mieux que le salon du Bourget, on dit les avions, etc. C'est beaucoup mieux de les voir en opération. Donc les opérations, le renseignement, tout ça était magnifiquement préparé et c'est pour ça que ça donnait à la France un label d'efficacité. Konna, ou ce qu'il en reste aujourd'hui. La ville est un endroit clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé pendant l'opération Serval. Konna a été le théâtre d'une bataille décisive avec les combattants islamiques du groupe Ansar Dine. C'est ici qu'ils ont été encerclés par les troupes françaises. Un mémorial en hommage aux premiers soldats français tués pendant ces affrontements a été érigé sur l'unique route qui permet d'entrer et de sortir de la ville. Mais ce qui n'a pas été immortalisé est le fait que sur cette même route, un convoi de véhicules transportant des centaines de combattants islamiques et leur chef, Iyad Agali, a réussi à s'échapper sous le nez des Français. Sur le terrain, de nombreux témoins du conflit se posent des questions. De l'attaque de Konna. On a considéré que la France ne voulait pas exterminer les islamistes. Les islamistes ont été repoussés, c'est tout. Ils sont repartis d'où est-ce qu'ils sont venus. Ils sont rentrés par les grandes portes du Sahara du Nord, du désert du Nord. Et ils sont là encore dans le Nord. On n'a pas envoyé 150 000 hommes, donc c'est sûr qu'il était impossible, il suffit de regarder un peu la superficie de la zone, c'est pas avec 6 000 soldats qu'on pouvait quadriller tout le désert, mais l'objectif n'était pas celui-là, l'objectif était dans un premier temps de stopper l'avancée vers le sud, ce qui a été fait assez rapidement, dans un deuxième temps de déstabiliser les bases arrières des groupes terroristes, qui a été fait dans un deuxième temps, et dans un troisième temps de permettre la libération du territoire malien le plus au nord possible, et ce qui a été réalisé. La question qui saute aux yeux, c'est ces pick-up, qu'est-ce qu'ils sont devenus au lendemain du début de l'intervention Serval?
Il n'y a qu'une seule route qui conduit vers le nord. Il aurait été facile, avec les moyens aériens dont dispose la France, de les intercepter. Donc, il semble bien qu'il y a eu une dimension politique très forte dans cette intervention qui a été plus importante que la dimension militaire. Dans cette guerre de l'ombre, quel intérêt la France aurait-elle eu à ménager les forces qu'elle était censée combattre? Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlit, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium. Et du point de vue de la France, il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment ou dont elle retarde l'exploitation, mais pour empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources. Les Français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du Nord Mali, Touareg, par rapport à Bamako. Pour forcer le Sud à accepter, à être plus docile au diktat de la France et dire au Nord, c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie, donc on travaille la main dans la main. Donc c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Dans cette partie d'échecs, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie se retrouvent à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des Occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. L'Eldorado du Sahel, le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, couvrant le Nord Mali. Il existe des gisements en quantité non négligeable, mais dans une zone très vaste, peut-être plus grande que le Texas ou équivalente aux 2/3 de l'Europe. Il y a donc très peu de puits dans cette zone, en tout cas pas assez pour faire une estimation. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin. Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. On sait tous qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. En mai 2014, Obama annonce qu'il va consacrer 5 milliards de dollars supplémentaires à la lutte contre le terrorisme mondial. But as we move to a train and advise mission in Afghanistan, our reduced presence there allows us to more effectively address emerging threats in the Middle East and North Africa. So earlier this year, I asked my national security team to develop a plan for a network of partnerships from South Asia to the Sahel. Cette stratégie a été très persuasive. De plus en plus de gouvernements africains ont signé une collaboration avec le programme AFRICOM. Comme au Niger, où l'armée américaine a rassemblé des forces africaines composées de 1000 soldats provenant de 17 pays afin de pratiquer les arts de la guerre. Flintlock est un exercice international. Cette année, il est mené dans différentes régions d'Afrique. C'est l'occasion formidable de travailler ensemble et d'apprendre les uns des autres. Au cours de cette seule dernière année, AFRICOM a organisé 10 exercices sur le modèle Flintlock, 55 opérations
et 400 séminaires sur la sécurité avec 49 États africains. Les États-Unis ont également installé des bases de drones de surveillance à Djibouti, au Niger, au Kenya, en Éthiopie, en Somalie, au Soudan du Sud, au Burkina Faso et aux Seychelles. En septembre 2014, les États-Unis annoncent l'envoi de 4000 soldats au Libéria, comme soutien durant la crise Ebola et pour la coordination d'autres activités militaires non spécifiées. Pour ne pas être en reste, la France annonce alors qu'elle compte accroître sa présence militaire au Sahel avec le redéploiement de 3000 soldats. Cette militarisation croissante fait de l'Afrique une nouvelle source de profit très convoitée par le complexe militaro-industriel. Avec à la clé des millions de dollars de nouveaux contrats pour les fabricants d'armes et les entrepreneurs privés. Imaginez-vous s'il y a la paix et la stabilité dans la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer le budget de la défense. Beaucoup de gouvernements dans notre région ne veulent pas que le budget de la défense diminue. La paix, ça veut dire plus de pression populaire pour des élections libres et transparentes. Donc beaucoup de gens ne veulent pas de paix. Donc il y a des tas d'intérêts multiples qui encouragent l'instabilité pour justifier donc de rester au pouvoir, pour justifier d'utiliser les fonds publics pour les achats d'armement, pour des dépenses de renseignement, de collecte de renseignements, et ainsi de suite. Et je n'exclus aucun pays. Les Nations Unies ont établi une force de la paix de 12 000 soldats afin d'aider à stabiliser le Mali. On compte parmi ces soldats des membres de l'armée chinoise, ainsi que de pays africains formés par Africom. L'arsenal de ces gardiens de la paix comprend des drones de surveillance et des hélicoptères d'attaque Apache. Ça sera une espèce de super police avec des inégalités extraordinaires entre les pauvres et les riches et la nécessité de contenir les classes dangereuses, les zones de non-droit pour protéger les zones en développement. Donc il y a véritablement ce que les Américains appellent les small wars, une espèce de cavalerie destinée à maintenir la paix pour les affaires occidentales sur le continent africain. 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. Comment de grandes puissances mondiales se mettent ensemble pour des gens qui ne sont qu'en réalité des groupuscules à travers le monde et ils pensent qu'ils sont dans une guerre sans fin. Ça veut dire qu'en réalité, on ne veut pas poser les véritables problèmes. C'est comme si l'Occident vit des guerres. Il faut nécessairement créer des guerres. Il faut qu'il y ait une guerre pour justifier sa puissance, quelle qu'elle soit. La guerre contre la terreur au Sahara est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les batailles actuelles s'inscrivent dans une guerre sans fin, à la fois géopolitique et géoéconomique. Et ce, dans un monde où les ressources sont de plus en plus rares et convoitées. Irmali ganda, adunya ganda, irma bayani nisan da duniya kan ya ta kurse. Ganda wo, ki gana mafayanka ci hinka fayanka. Za gwangare kan na ganda gorandi, imana ganda gorandi soko ganda mafai. Du madanda sariya madan imana ganda gorandi da wani ne. Ina ganda gorandi kuyi muniyan. Ashifaya,
asijamna abada